Il y a 2 semaines, alors que j'étais à Paris pour le toujours excellent Étrange Festival, j'ai reçu une invitation pour une séance privée dans le très classe Club 13. Consécration totale, je me suis retrouvé au beau milieu d'influenceurs, instagrammeurs et autres tiktokers, aux côtés desquels j'ai pris place dans de confortables fauteuils pour assister à l'avant-première du dernier film d'un réalisateur que vous connaissez toutes et tous, surtout si vous suivez la chaîne depuis un bon moment. Si je vous dis Haute Tension, La Colline à des yeux, Piranha 3D ou encore Crawl, que me répondez-vous ? Eh bien oui, l'invitation tenait pour le tout dernier film d'Alexandre Aja, qui était d'ailleurs présent pour l'événement. Et j'ai tellement passé une bonne soirée que j'ai décidé de vous dire quelques mots sur le film, qui réservait son lot de surprises. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Motherland. Motherland ou Never Let Go partout dans le monde sauf en France, car Motherland est également le nom d'une série populaire en Amérique du Nord, est donc le dernier film en date d'Alexandre Aja. Produit par 21 Labs, qui est la boîte entre autres derrière Stranger Things, et distribué par de grosses compagnies comme Lionsgate et Metropolitan, il peut se targuer de compter une star internationale dans le rôle principal, à savoir Halle Berry, que je ne suis pas sûr de bien prononcer mais c'est la vie, qui est d'ailleurs également créditée comme productrice exécutive. Le film est présenté comme un film d'horreur fantastique, et forcément, quand Alexandre Aja remet les mains dans le cambouis, ça donne envie, et je me devais d'être présent à l'événement. Cette séance privée était d'ailleurs une belle opportunité, puisque le film ne sort que le 25 septembre en France. Puis, le pitch donnait plutôt envie. Écoutez plutôt. Alors que le monde tel que nous le connaissons semble avoir été détruit par une entité surnaturelle appelée le Mal, par nos personnages, une mère vit au fond des bois, seule avec ses 2 enfants, des jumeaux. Ensemble, ils ont pu survivre au mal grâce à leur maison familiale qu'ils tient éloignée ainsi qu'à des mesures très strictes auxquelles ils sont obligés de se tenir pour leur sécurité. Par exemple, pour sortir chercher de quoi manger, ils sont obligés de s'attacher à une corde rattachée elle-même à leur maison. S'ils s'en détachent, ne serait-ce que quelques minutes, alors qu'ils sont dans la forêt, le mal n'hésitera pas à s'attaquer immédiatement à eux. Mais alors que les 2 petits garçons n'ont connu que cette vie depuis qu'ils sont nés, ils grandissent. Et rapidement, l'un des 2 commence à se poser des questions. En effet, nous avons 2 jumeaux au caractère très différents. Le premier, Samuel, est convaincu par tout ce que sa maman lui raconte, boit ses paroles et applique ses recommandations, voire ses ordres, à la lettre. Mais Nolan, son frère, n'a pas le même caractère, et il commence à trouver certains détails étranges. Par exemple, pourquoi seule sa mère est capable de voir les manifestations du mal, qui apparaît sous la forme de ses proches morts déformés de façon monstrueuse et effrayante. Pour les 2 enfants, le mal reste invisible. Certaines des réponses, ou plutôt du manque de réponses qu'elle donne à leurs questions, est également à l'origine de certaines interrogations de la part du jeune garçon. Mais alors, lorsqu'à cause du manque de nourriture, leur mère leur propose une solution tout bonnement inhumaine pour survivre, c'en est trop pour Nolan, qui va passer à l'action, ce qui va forcément avoir des conséquences profondes sur leur mode de vie. Bien sûr, vous comprendrez que je n'en dis pas trop dans cette vidéo. Le film n'est pas encore sorti, et loin de moi l'idée de le divulgacher au sacro-saint apôtre du spoil qui écume YouTube. Je reste donc volontairement vague et vous comprendrez mieux lorsque vous aurez vu le film vous-même. N'hésitez d'ailleurs pas à me remercier pour mes efforts surhumains dans les commentaires. Bon, c'est pas tout ça, mais spoil, non spoil, faut que je fasse mon taf et que j'essaye de critiquer / analyser cette œuvre. Et il y a des choses à en dire. Déjà, ça fait toujours plaisir de voir Alexandre Aja derrière la caméra pour un film d'horreur. Il est de retour à la maison. Et le projet semblait lui tenir à cœur vu qu'il est en plus crédité comme producteur. D'ailleurs, il nous l'a expliqué lors de la projection. Ce qui lui plaisait particulièrement dans le film, c'était la différence de réaction entre les 2 frères jumeaux, leur dualité. L'un qui marche sur les traces de sa mère et épouse parfaitement sa philosophie, l'autre qui doute et se met à questionner chaque élément pas assez clair à son goût. Et de cette dualité naît déjà une première question. Le mal est-il réel ou non? Et laissez-moi déjà vous dire que le film ne répond pas vraiment à cette question, ou du moins, pas de façon claire. Il donne des indices, mais ces indices peuvent être interprétés de façon différente. Surtout si on commence à y voir des métaphores. Pour ma part, le film semble parler d'obscurantisme, et de l'impact qu'il peut avoir sur les enfants lors de leur éducation. Effectivement, il n'y a aucune preuve concrète à propos de ce que leur mère leur raconte ou de l'existence d'un mal qui peut renvoyer au diable ou à toute autre entité spirituelle ou religieuse dangereuse ou maléfique. Et il y a même des preuves amenées par le film, même si, là encore, c'est discutable puisqu'elles sont sujettes à interprétation, qui vont contre son discours. Notamment celui sur la fin du monde
et l'idée qu'ils seraient les 3 derniers humains sur Terre. Le film joue sur le flou entre les manifestations du mal destinées à tromper nos personnages et la réalité, et c'est au spectateur d'essayer de trancher. Par exemple, à un moment, ils rencontreront un individu qui cherchera à les aider, ce qui éveillera leur méfiance. Mais la nourriture contenue dans son sac est bien réelle, elle. Aussi, le film finit sur des images qui semblent également confirmer que ce discours est faux. Mais les manifestations du mal que les enfants voient sont-elles réelles ou des manifestations de leur esprit à eux? Et comment se fait-il que ceux qui sont le plus en contact avec des manifestations de ce genre sont ceux qui croient le plus en l'existence du mal, à savoir Samuel et sa mère? Quand, au début du film, Nolan entend Samuel lui affirmer que leur mère le préfère lui, est-ce une machination du mal ou réellement les paroles blessantes d'un enfant à son frère? Mais aussi, la maison en guise de forteresse imprenable par le mal, qu'est-ce que cela signifie? Selon moi, nous avons cette idée d'une mère surprotectrice qui refuse de voir ses enfants sortir, symboliquement dans la rue, avec tous les dangers que cela peut comporter, comme la drogue par exemple. Cela marche d'autant plus que la maman parle à plusieurs reprises de sa vie avant l'apparition du mal, durant laquelle elle était une autre personne. Une vie durant laquelle elle s'est par exemple fait tatouer un serpent sur le dos, symbole biblique particulièrement clair représentant la tentation ou le diable lui-même. Le message est assez clair. Si les enfants restent à la maison, auprès de leur maman, ils resteront à l'abri du mal et de la tentation. J'aime beaucoup cette idée et la façon dont le film l'exploite, et cela donne encore plus de poids au titre de l'œuvre, qui prend alors encore plus de sens. Bref, selon moi, l'un des grands intérêts du film, c'est le mystère qu'il propose, et à propos duquel il ne donne que quelques clés qui ouvrent la voie à l'interprétation. Il est plein de symboliques pertinentes et bien pensées, offertes sous la forme de détails narratifs ou visuels, ou les deux, voire même de lignes de dialogue à double sens. Et à ce niveau-là, c'est très propre. Mais là où le film surprend et prend une tournure inattendue, c'est après un événement fort et marquant. Mais je vous préviens, c'est une révélation importante. Je vais donc spoiler, mais rassurez-vous, il y a un timecode qui apparaît sur votre écran si vous voulez éviter de vous faire gâcher la surprise. C'est parti. À cause des doutes de Nolan, qui décide de confronter durement sa mère, celle-ci finit purement et simplement par se donner la mort en plein milieu du film. Cela rebat les cartes et change forcément sa dynamique, vu que maintenant les deux enfants ont perdu leur protectrice et leur guide spirituel, et se retrouvent livrés à eux-mêmes, ce qui appuie encore davantage sur leur dualité. Ils vont suivre chacun leur voie. Nolan va continuer à explorer la possibilité que le mal n'existe pas, là où Samuel va s'enfermer encore plus dans son espèce de foi à répéter les rituels enseignés par leur mère pour se protéger du mal. Et pourtant, autre spoiler, c'est bien lui qui va se retrouver infecté par ce dit mal. Aurait-ce été possible si, comme Nolan, il n'y avait pas totalement cru? D'où mon intuition sur le thème de l'obscurantisme. Mais au-delà de ça, narrativement parlant, c'est très intéressant. Le sacrifice maternel est en plus quelque chose de beau, de puissant, mais il y a aussi un petit côté psychose avec cette idée de tuer la mère rapidement, puis de voir l'impact que ça a dans la psyché de ses enfants, et la façon dont elle continue à vivre à travers leur comportement et leur évolution. Brillante idée, l'une des meilleures du film selon moi. Voilà pour le spoil important de cette vidéo, et franchement je ne pouvais pas vraiment y couper. Maintenant que ça c'est fait, revenons à des questions un petit peu plus terre à terre, à ce que j'ai trouvé chouette ou moins chouette dans ce film. Et commençons par ce que j'ai trouvé chouette. Bah déjà, c'est superbe. Filmé dans un décor forestier naturel canadien, nous avons droit à de superbes images et Aja a vraiment réussi à exploiter ce terrain pour en retirer quelque chose de beau, mais également d'effrayant. Cela m'a fait penser à plusieurs reprises à Evil Dead, particulièrement la version de Fede Alvarez, avec cet aspect cabane au fond des bois, mais en plus joli, plus poétique, plus léger et mystérieux. Cette forêt en guise de dernier bastion de l'humanité, ça marche selon moi très bien, et elle est si loin de toute image de société moderne que l'on arrive à croire que la fin du monde est bien arrivée. Et au-delà des décors, il faut bien dire que c'est très réussi esthétiquement parlant, surtout au niveau de l'éclairage. Les scènes de nuit sont parfaites, en extérieur comme à l'intérieur, et chaque plan semble cacher des ombres prêtes à avaler nos personnages. En dehors de leur maison, le danger semble planer partout autour d'eux, alors même que le paysage est juste magnifique. Encore une autre dualité hyper intéressante. Mais surtout, j'aimerais mettre en avant le jeu des comédiens et surtout celui des deux jeunes acteurs qui sont réellement bluffants. Ils sont convaincants dans toutes leurs émotions et portent vraiment une partie du film sur leurs épaules, bien aidés par une Halle Berry qui vit totalement son rôle. Une belle performance d'ensemble. Enfin, au-delà de la qualité de la mise en scène de Aja que j'ai déjà évoqué notamment à travers les belles symboliques qu'il arrive à introduire uniquement grâce à sa réalisation, à des plans toujours parfaits, ce qui est pourtant une tâche rendue complexe par le lieu de tournage sauvage, j'ai réellement aimé l'imagerie horrifique offerte par Motherland. Les personnages possédés ou les manifestations diverses du mal sont généralement assez cool, voire impressionnantes, notamment le passage des multiples mains, et je n'en dis pas plus, mais ceux qui auront vu la scène sauront de quoi je parle.
Et ce dernier point, si oui, je l'ai trouvé bien sympa, va me permettre de faire le lien avec un défaut que j'ai bien envie de mettre en avant. L'imagerie horrifique est bien sympa, en effet, mais elle est à la fois trop rare et trop gentillette à mon goût. Alors, je vous dis ça, mais par exemple, une partie des influenceurs présents dans la salle ont avoué avoir été touchés ou angoissés par certaines scènes. Donc j'imagine que pour le grand public, le film reste assez impactant. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu un acte manqué. Déjà, il y a assez peu de scènes vraiment horrifiques, alors que le cadre semblait idéal pour ça. Mais en plus, elles sont souvent assez mignonnes, bien loin des œuvres précédentes du réalisateur, loin d'être gore ou vraiment impactantes. Alors certes, ça n'était pas du tout l'ambition du film, et je le comprends parfaitement, mais ça reste une petite déception pour moi, qui m'attendait à quelque chose de beaucoup plus fort, surtout avec un tel départ. Et dans cette idée, le grand combat du climax m'a aussi un petit peu déçu. J'espérais quelque chose de plus fort visuellement parlant, mais ce sont des attentes tout à fait personnelles, donc difficile d'en vouloir au film ou de considérer cela comme un véritable défaut. Mais donc, j'ai profité de la présence du réalisateur à cette soirée pour lui poser une question sur l'état actuel de l'horreur. Et notamment ce qu'il avait lui-même appelé lors d'une question précédente, la sophistication de l'horreur actuelle, surtout après l'émergence de A24 et de l'Elevated Horror. Je vous laisse la vidéo avec ma question et sa réponse, une réponse d'ailleurs bien gentille et bienveillante. Vous parliez d'une sophistication de l'horreur ces dernières années, du coup je me demandais, effectivement, Motherland c'est plus sage que ce que vous avez pu tourner à une certaine époque. Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient? C'est quelque chose que vous voulez faire? Par exemple, moi, avec le début de Motherland, je voyais une espèce de pseudo-Evil Dead avec cet environnement. Ça me rappelait un peu la version de Fede Alvarez, et du coup, je m'attendais à quelque chose de plus fort graphiquement, etc. C'est pas le but du film, je l'entends. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que, effectivement, il y a une sophistication avec des productions comme celle de A24 et l'Elevated Horror, mais est-ce qu'on n'a pas aussi une perte au niveau de tout ce qui est un peu plus gore, un peu plus méchant, un peu plus gratuit? Et est-ce que vous, il y a quelque chose de conscient derrière ça? Désolé si c'est pas hyper clair. Non, c'est très clair, et c'est au cœur comment dire, de pas mal de réflexions que je me fais. C'est vrai que quand je m'attelle à une histoire, je pense à l'histoire en premier, donc c'est vrai que je me limite sur parce qu'est-ce que c'est justifié, et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé même avec le studio à un moment donné, en prenant l'exemple des Dead. Il y a toujours un moment où le studio va commencer à douter, se dire non mais en fait, alors là c'est évidemment spoiler, mais bon, vous avez vu le film, donc ah mais il faut que le monde soit détruit, il faut qu'elle se soit vraiment une héroïne, et puis il faut qu'il y ait beaucoup plus de gore, et c'est pas le sujet, c'était pas le film qu'on était en train de faire. Justement, l'exemple que je donnais, c'était pas Evil Dead. Si je voulais faire Evil Dead, j'aurais fait une autre histoire d'Evil Dead, et j'adore Evil Dead. Hein, voilà. Donc ça, sur ce sujet-là, c'était pas le cas. Après, c'est vrai que, comment dire, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on est passé de début 2000 avec vraiment des choses très extrêmes, très violentes, très graphiques, à tout d'un coup, finalement, la télévision qui a repris le pas avec Walking Dead, avec Game of Thrones. Bon, et après un peu Stranger Things dans un autre style. Mais c'est vrai que le gore est passé en fait du côté de la télévision, et finalement c'est ouvert. Donc on aurait pu croire que finalement le cinéma graphique très violent, très visuel comme ça, allait pouvoir grandir et grandir. Et c'est un petit peu le contraire qui s'est passé d'une certaine manière. Le cinéma est devenu parfois plus sage que la télévision. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on revient à un autre équilibre, en fait, où de nouveau, c'est-à-dire le style un petit peu Ari Aster, le côté A24, a commencé à tourner. Finalement, il y a de nouveau un engouement pour comment dire, un cinéma de genre qui est plus qui vous prend plus au trip, qui est un peu plus, on va dire, intense dans ça. Voilà, je pense par exemple à ce film qui est aussi un film à 24, mais qui est vraiment, pour le coup, beaucoup plus visuellement et graphiquement choquant, qui était, je crois que ça s'appelle La Main en France. Je crois que c'est juste distribué par A24. Ouais, c'est ça, mais c'est un film australien au départ. Et ça, pour moi, voilà, on est de nouveau, on est à table, on y va, quoi. Il n'y a pas de compromis. Merci beaucoup. Motherland est un chouette petit film qui me fait penser à d'autres œuvres du cinéaste, à commencer par Horns, filmé non loin de là d'ailleurs.
Ce n'est pas mon préféré du réal et on est bien loin de l'époque de la French Horror Extremity, pour le plus grand plaisir de certains spectateurs effrayés par la brutalité de la colline à des yeux, par exemple. On passe un bon moment et les thématiques sont traitées de façon pertinente par Aja, qui parvient à nous tenir en haleine et à entretenir le mystère jusqu'aux toutes dernières images. En soi, c'est un bon film, mais je dois admettre être resté sur ma faim malgré tout, probablement pour des raisons subjectives. Faites ce que vous voulez de ces informations, mais j'espère que j'aurai su vous donner quelques clés de compréhension et aussi un petit peu envie d'aller découvrir la dernière œuvre d'un réalisateur que nous sommes nombreux à apprécier. Et c'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé, et dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.